Bonjour Valentin. Bonjour Yves. Merci de nous accueillir au Mystère des Falins. Depuis le 28 mai jusqu'au 28 juin 2020, j'ai exposé ma collection personnelle des fossiles des Falins. Tu nous fais découvrir? Ouais, tout de suite. C'est parti! Début d'année là. Ça a été installé juste avant qu'il ouvre. Je suis diplômé d'un master en paléontologie et paléo-environnement que j'ai fini justement en 2013 à Rennes. Et je me suis spécialisé au cours des années justement dans les fossiles des Falins, qui est une faune quand même très très riche et qui ne manque pas justement d'attiser la curiosité scientifique et de l'œil du grand public également. Alors c'est quoi la pale, Valentin? Alors la paléontologie, en deux mots, en deux mots. Oh, deux mots. Étude vie ancienne, ça fait trois. Ah oui. Désolé. L'étude des anciens organismes. C'est ça. La paléontologie, c'est un mélange de deux mondes, le monde de la géologie et le monde de la biologie. Alors il y a certaines facs qui sont plus spécialisées dans la biologie, d'autres plutôt sur la géologie, et d'autres qui font un petit peu des deux. Moi en l'occurrence, je préfère le mélange des deux parce qu'il faut vraiment avoir une vision d'ensemble et pas se contenter d'un seul pôle pour avoir une vision de la paléontologie. Et alors là, tout ce que tu montres ici, ça vient du coin ou ça vient de plusieurs communes? C'est ça, donc 2 communes au total, Douai-la-Fontaine et Noyant-la-Plaine, dans 2 carrières privées où j'ai demandé autorisation aux propriétaires pour pouvoir fouiller. Ils m'ont donné leurs conditions de sécurité et leurs conditions des jours où je pouvais venir. Et du coup, depuis, Parce qu'en fait, on ne fouille pas n'importe où. Non, on ne peut pas se déplacer n'importe où comme ça sans autorisation. À chaque fois, c'est des terrains privés. Si vous arrive quoi que ce soit, c'est vous qui en êtes responsable, mais également le propriétaire des lieux. J'ai connu un cas justement à Saint-Laurent-de-Lin, une carrière de Falins, où j'allais fouiller avec les étudiants pour leur montrer les méthodes et puis montrer un peu à quoi ça sert, mettre en valeur le métier de carrier, parce que c'est ça aussi, c'est bien de préserver le patrimoine, mais il faut mettre en valeur également les métiers qui sont derrière. Et moi, en tout cas, ça me tient à cœur. Et il y a des gens qui vont sans autorisation et qui fouillent justement à même dans la roche, en faisant des abris sous roche. Le monsieur a eu un contrôle de sécurité, il s'est fait amender et il n'autorise plus personne à y aller. Voilà. La plupart des choses que j'ai retrouvées, c'est des choses qu'ils ont creusées avec leurs engins, qu'ils ont tout mis en tas, et après j'ai juste cherché dans les tas, et puis voilà. Là, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire que c'est de tel niveau. C'est ça. Après, il y a certains niveaux qui sont vraiment très caractéristiques, comme on l'a vu avec les bivalves et les conglomérats. Ouais. Donc là, par contre, c'est vraiment très caractéristique. Il y en a d'autres, par contre, c'est pareil, en nettoyant les fossiles pour montrer un peu leur beauté, il y a des fois, on enlève la gangue pour mieux montrer les choses. Et c'est peut-être un tort qu'on a, mais bon. Ouais, c'est bien d'avoir un peu de... Moi, j'aime bien qu'il y ait l'étiquette. Avec... Voilà, c'est ça. À la gangue, quoi. On ne l'a pas dit, mais en fait, tous ces fossiles viennent de 2 communes. Hein, mais en fait, elles ont aussi un autre point commun. Alors, c'est lequel? Alors, c'est qu'ils sont trouvés dans la même roche qu'on appelle le Falin, justement, qui est un sable c'est la roche qui est juste derrière, fossile. Voilà, c'est celle qui nous entoure, en fait, parce qu'on est dans une ancienne cave souterraine, donc, où les paysans de l'époque exploitaient le Falin. Sous cette forme-là, sous la forme dite de carrière de cave cathédrale. Et la couleur de ces fossiles a l'air d'être assez proche. Hein, uniforme, effectivement. Ouais. On est plutôt sur des teintes jaunes, blanchâtres. Le avant-après. Le bloc comme on le retrouve en fait à Noyant-la-Plaine. Ah oui, donc là on voit bien les petits bords de petites colonies. Et une fois retravaillé avec le micro-percuteur, on arrive à ce type de résultat. Pour illustrer ton exemple qui est flagrant, combien de temps il te faut pour... Alors ça dépend de la dureté du Falin. Ouais. Pour le gros qu'on a vu en vitrine tout à l'heure, ça m'a pris peut-être 15 minutes parce que le Falin était vraiment très facile à dégager. Pour celui-là, ça m'a demandé peut-être 2 à 3 heures de travail. Puis une tendinite. Et une tendinite. Tu as un système d'étiquetage, comment tu fais? C'est ça, donc sur le terrain, je collecte, je mets tout un peu en vrac dans le même sac tant que c'est la même localité. Ouais. Sinon, je fais un sac par localité.
Et puis après, je nettoie tout à la brosse à dents et je range par localité d'abord et ensuite par groupe taxonomique, donc les bivalves, les bryozoaires, les requins, ce genre de choses. Et quand l'échantillon est vraiment très très beau, très, très digne d'intérêt et scientifique et patrimonial, je le mets dans l'exposition et là je lui attribue un numéro qui lui est propre, qu'on appelle un numéro d'inventaire. Alors concrètement, comment tu as fait là dans cette expo pour que les gens y comprennent ce que c'est qu'un bivalve par exemple? Alors c'est toujours le jeu du challenge, c'est toujours savoir, essayer de se mettre à la place de l'autre pour savoir s'il peut comprendre facilement ou pas. Là en l'occurrence déjà il faut impérativement trier les choses, mettre les noms aussi, comme on voit sur le dessus des vitrines. Et ils vont toujours se référer en fait à ce qu'ils connaissent déjà. Donc c'est pour ça qu'on utilise le principe de l'actualisme, c'est-à-dire prendre des choses qu'on connaît déjà actuellement, comme ici ces échantillons actuels, et toujours les comparer avec les fossiles, donc avec le passé. Est-ce que par exemple là, dans cette vitrine, tu peux nous montrer un exemple de forme actuelle qui ressemble énormément à une forme fossile? Oui, il y a même des fois le nom est exactement identique parce que par défaut on n'a pas assez d'indices pour différencier les espèces. On a ici l'arche de Noé, Arca Noae, et qui est également présente à Noyant-la-Plaine en moule interne ici, sous le même nom. Et y a-t-il des coraux dans la mer des Falins? Alors il y a des coraux, mais ils sont très très ponctuels et très petits. C'est ceux-là là, ouais. Voilà, ils sont contentés ici de 5 espèces, je dirais. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas énorme. Ouais. Par contre, la faune des bryozoaires est très diversifiée en termes d'espèces et en termes d'individus. Donc, ce qu'on peut déduire, c'est que le climat, la mer était plutôt relativement chaude, mais pas suffisamment chaude pour que les coraux puissent se maintenir et avoir justement des grosses constructions de récifs ou ce genre de choses. C'est assez diversifié en coraux, on a des coloniaux et des solitaires aussi. Oui. Donc on a les deux formes, c'est plutôt assez intéressant. Et comme il ne fait pas suffisamment chaud, ils ont pallié à une petite astuce, ils se sont mis, alors ce qu'on appelle classiquement des symbioses, avec des bryozoaires. Donc la symbiose qu'on retrouve classiquement dans les phalins. Alors après on dit symbiose, normalement c'est une association réciproquement profitable pour deux organismes, donc à savoir les coraux et les bryozoaires ici, mais a priori il s'agirait plutôt d'un corail parasite justement. Bryozoaires, c'est les animaux mousses. Ah, les animaux mousses. Alors ce sont des animaux microscopiques qui vivent en colonie. On connaît bien les coraux, mais qui sont eux macroscopiques, pour les individus en tout cas. Et là, on a vraiment des individus qui sont vraiment microscopiques et qui vont faire des énormes colonies comme ça. Alors on voit plus les animaux, hein, c'est ça, on voit la colonie en elle-même avec les petits trous. Ouais. Donc il y a quelques exemples ici et là. Le meilleur exemple qu'on ait dans les bryozoaires, c'est Calpensia adequinvensis, donc un super bryozoaire qui a été décrit justement dans le coin. Et on voit effectivement les petites loges sont inférieures au 1 mm. Et dans chaque petit trou, il y avait une espèce de petite couronne de tentacules permettant de capturer les proies. Et en fait, dans le falin, c'est rare de les trouver comme ça. Oui, à Douai-la-Fontaine, on les retrouve jamais dans cet état-là. Pourquoi? A priori, la force du courant et de dépôt, en tout cas, était trop forte pour pouvoir justement le préserver en tant que tel. À Douai-la-Fontaine, a priori, de ce que nous racontent un peu les fossiles, on est plutôt sur un site qui est plus profond qu'à Noyant-la-Plaine. À Noyant-la-Plaine, on est plus sur un faciès de plage et du coup, ça se conserve mieux. On est plutôt sur un aspect un peu récifal, mais point de vue bryozoaire. Et ils s'enfouissent un peu plus rapidement qu'ailleurs. Donc en fait, quand on observe du falin, c'est truffé de fossiles, hein, tout ça. Hein. C'est ça, voilà, on en observe même ici dans les parois. Mais alors la difficulté par rapport à ce que tu exposes, c'est que là, qu'est-ce qui leur est arrivé à tous ces trucs? Ils ont été complètement... Ils sont brisés, quoi. Ils sont brisés, oui, tout à fait. Voilà. Ils ont été rebrassés dans justement cette mer des falins à Douai-la-Fontaine. Les bryozoaires, ils ont impérativement besoin d'un support pour pouvoir vivre. Et justement, dans ce coin-là, tu as plus ou moins tous les supports utilisés par les bryozoaires. Donc, tu as des cailloux, donc des grains de quartz. Tu as d'autres bryozoaires qui poussent sur d'autres bryozoaires. Tu as des dents de requin également qui servent de support. Et là, en l'occurrence, effectivement, une scutelle. Là, tu as des bivalves, c'est des lamellibranches. Et donc, il y en a qui ont des coquilles sur la droite. Et d'autres qui sont en moule interne, comme ceux qui sont à gauche. Et là, les fossiles ne sont pas égaux devant la préservation en fonction de
la nature des minéraux qui constituent la coquille. Ici, on a ce qu'on appelle des scaphopodes, ça veut dire pieds vases creux, c'est un peu bizarre. Énorme. C'est énorme. Et on dirait en fait des petites défenses d'éléphants qui sont toutes creuses et qui sont pourtant des mollusques qui vivent enterrés dans le sédiment. Et ce sont ceux que tu as trouvés Voilà, ici. Là. ici. Ah, ils se ressemblent en effet énormément. Là, par exemple, tu as le cadran solaire qui a gardé la couleur aussi d'origine. Ouais. Et ça aussi, c'est très très rare de retrouver ce genre de truc. Cadran solaire, c'est mignon. J'en ai déjà trouvé, mais je ne connaissais pas ce nom-là. C'est beau. C'est Architectonica, on en retrouve encore aujourd'hui dans les mers plutôt subtropicales, D'accord. justement. Donc après, on a des brachiopodes. Alors, le choix ici de les mettre ici, c'est question de place déjà. Ah, brachiopodes, t'as dit... Brachiopodes, ça veut dire bras-pieds. Parce Ah qu'en oui, fait, ils intéressant. ont une espèce de bras musculeux qui s'accrochent au sédiment et qui leur permet de filtrer la nourriture ou ce genre de choses ensuite. Donc après des échinodermes, donc Voilà. littéralement... Peau épineuse, donc Voilà. ça regroupe les étoiles de mer, les oursins et les crinoïdes pour ceux qu'on retrouve à l'état de fossiles, avec les ophiures et les concombres de mer également pour les formes actuelles. Il y a des choses nouvelles qui se baladent dans ces vitrines, Ouais. des choses qui n'ont jamais été décrites par la science. On a ici un exemple, c'est la comatule, qui n'a jamais été décrite dans ça, les tu phalins m'avais de... montré, je crois. Oui, effectivement, là on a justement le calice et puis les petits fragments de cire. Ouais, mais Donc les cires, bof. Ouais, Il y a des choses vraiment très peu connues encore dans les phalins, notamment ici les oursins échinodermes. cœurs, par exemple. Donc les souris de mer du genre Echinocardium. Normalement, il est censé apparaître au tortonien, donc être relativement discret en termes de nombre. Ouais. Et en termes de diversité, il est censé y avoir 36 espèces. Là, en l'occurrence, j'ai fait étudier ça par Didier Nérodo. Et on a de Rennes. de la fac de Rennes, effectivement, et qui est spécialiste des échinodermes, justement. Et là, il y a a priori 2 formes, donc potentiellement 2 espèces. On a du crustacé, et grosso modo, on a 3 groupes. On a les crustacés décapodes, qui sont les crabes, les homards, les crevettes, les bernards l'ermite. On a les cirripèdes, donc ce sont les balanes, ce sont des crustacés qui vivent fixés dans une cabane. Et enfin, on a les microscopiques crustacés qu'on appelle les ostracodes. T'en as trouvé aussi là-dedans. Ouais. Oui, Ouais. effectivement, en tamisant le sédiment et en regardant la loupe binoculaire, j'ai pu retrouver effectivement ces fameuses boîtes de camembert de crustacés. De l'éponge avec un seul spicule, donc c'est la composante de l'éponge, trouvée pour l'instant en loupe binoculaire. Et les foraminifères qui sont pour la plupart benthiques, c'est-à-dire qui vivent plutôt sur ou dans le sédiment en fait. Eux aussi, hein, t'as dû prendre une loupe pour voir tout ça. C'est ça, effectivement. Mais c'est super beau, hein, en fait. Hein. Oui, oui, oui. Mm. Et là, on a vraiment une abondance d'une forme typique de l'âge qui est justement ici, Ouais. parce qu'on ne l'a pas dit non plus. Alors, Les phalins datent du Tortonien ici. Alors bon, c'est quoi ce truc? Alors, le Tortonien, c'est un étage du Miocène qui est aux environs de 11 millions d'années, 11-10 millions d'années. Donc là, en l'occurrence, c'est Pararotalia serrata, forme épineuse. Et c'est qui est elle très qui... abondante. c'est Voilà. Pararotalia, là? Elle est spécifique du C'est ça, tortonien. elle est très abondante à partir du Tortonien. Et sa forme non épineuse décline justement au Tortonien. Là, c'est la photo de Margerel Oui, de Jean-Pierre 1989. Mais effectivement, il y en a certaines qui sont très bien préservées. Comme tu le disais souvent en cours, on ne reconnaît que ce qu'on connaît. Bah oui, Et c'est ballot. c'est ça. Et c'est exactement ça en fait, parce que ces trucs-là, je les ai d'abord classés dans les bryozoaires Ah par oui, défaut, parce que d'accord, ça y ouais. ressemblait. Et c'est en regardant une revue, dans la revue Fossile, le numéro spécial sur les phalins miocènes de Bretagne, Ouais. où ils ont mis justement une photo de ces concrétions calcaires d'algues rouges, que j'ai pu me rendre compte que finalement j'en avais plein. On commence à rentrer chez les chondrichtiens. Alors ce sont les poissons cartilagineux, comprenant entre autres les chimères, les raies, les requins. Donc là, on a beaucoup de requins dans les phalins de Douai-la-Fontaine, de Noyant-la-Plaine. Même dans les phalins en général, c'est ce qui fait vraiment la popularité, comme tu disais, du gisement en fait. Et là, il y a une dent qui est énorme, là, ici. Voilà, C'est donc pareil. là c'est... Alors elle, tu l'as trouvée aussi dans le... Alors je ne l'ai Non, pas trouvé. non, Là-dedans, c'est ce pas sont ici. 2 moulages Ouais, ok. dedans. Bonjour les moulages. C'est juste pour comparer la taille des dents de T-Rex et de Mégalodon. À la base, il a été nommé pour la première fois par Agassiz en 1835 sous le nom de, que je ne me trompe pas, c'est Carcharias mégalodon. Puis il a retourné sa chemise quelques années plus tard en Carcharodon mégalodon. Ouais. Ensuite, il y a eu le genre Carcharoclès, Procarcharodon, Megaselachus, Capeta en 2012, Otodus megaselachus mégalodon, donc un nom à rallonge pour dire un animal. Ouais. Et aujourd'hui, on le connaît sous le nom de Otodus mégalodon, jusqu'à ce que ça change pour la prochaine année. Bon, bah...
C'est toujours ça, la science, c'est toujours une science qui est en mouvement, qui est jamais figée dans le temps, qui évolue. Donc en fait, on conseille de toujours se renseigner, de se mettre à la page sur le plan stratigraphique, sur le plan paléontologique, et que les choses sont jamais figées, quoi. Elles peuvent évoluer, c'est pas grave, c'est même sain. Oui, c'est même bien. Là, on a plutôt des poissons osseux, donc des téléostéens. On a le seul reste d'amphibien, à ma connaissance, de Douai-la-Fontaine, et également des reptiles, comprenant entre autres aussi les oiseaux. C'est chaud, hein, parce que tu vois, c'est vraiment petit. Hein. Donc pour ton job, là, faut être patient, méticuleux, précis, et il ne faut pas hésiter à prendre une loupe, quoi. Prendre une loupe et à contacter les gens aussi, parce que le reste d'amphibien, moi quand je l'ai vu, j'avais un petit peu d'expérience, j'avais déjà vu des restes d'amphibiens dans les faluns du Kew en Côte d'Armor, qui avaient exactement la même patine, mais pour en être sûr, j'ai quand même montré l'échantillon à un spécialiste qui m'a confirmé ce que c'était. On a beaucoup de mammifères marins, comme des baleines, donc des baleines en tout genre, des baleines à fanon, et des baleines à dents également, donc des odontocètes. Donc il y a beaucoup d'os qui ne sont pas enterrés tout de suite et qui sont dégradés totalement par la mer, et d'autres qui vont justement être colonisés par des petites huîtres, voire des bryozoaires. C'est un squelette de Metaxitherium medium, qui est donc de la famille des dugongidés, donc les dugongs actuels. Il est à l'échelle 1 là ou c'était... Quasiment, ouais. La longueur totale c'est 3 mètres, donc il est un tout petit peu plus petit que la bâche, mais sinon c'est la longueur totale de la bête. Ouais. Donc ça, c'est un organisme qui vivait dans la mer? Dans la mer, effectivement. Et qui est sur le plan alimentaire, ça fait quoi ce truc-là? Alors, ça mange des algues, ça broute des algues au fond de l'eau. Ce qui veut dire qu'il y avait des algues alors? Voilà, c'est ça. C'est un bon indicateur aussi de ce qu'il y avait à l'époque. Ce squelette, en tout cas, est toujours visible au Muséum d'histoire naturelle de Paris, donc dans la galerie de paléontologie. Et si vous avez l'occasion d'aller le voir, en tout cas, allez-y, parce qu'il vaut le coup d'œil. Il a un petit frère au Muséum d'Angers. C'est ça. Donc, au Muséum d'Angers, effectivement, il a le petit frère qui a été reconstitué par... Reconstitué, oui, c'est un puzzle. Voilà, c'est un puzzle, c'est un composite, comme on l'appelle, qui a été fait par le docteur Gruet. Donc, ces os se sont alourdis au fil de l'évolution pour justement lui permettre de rester au fond de l'eau sans dépenser d'énergie. Ils ont fait plusieurs coupes sur plusieurs côtes de dugong dans l'histoire, et ils ont vu qu'effectivement, plus ça allait jusqu'à aujourd'hui, et plus les os se densifiaient. Donc ce qui est plutôt pas mal, parce que justement, plus l'os est dense, et plus il a de chances de se conserver, finalement, au cours des millions d'années. Et c'est pour ça que justement, les restes de dugong sont les plus abondants, parce qu'ils se conservent plus facilement. Surtout les côtes. Surtout les côtes, effectivement. On regarde le nombre de côtes qu'un animal possède. C'est effectivement plus nombreux que les restes crâniens. Mais il y a quand même du reste crânien, justement, qui a été retrouvé à Noyant-la-Plaine, dont je suis quand même un petit peu fier. Félicitations. C'est quand même beau, merci beaucoup. Faut de l'imagination alors pour raconter ce qu'on voit. Alors de l'imagination mais modérée, parce qu'il y en a certains qui partent tout de suite dans des grands délires et compagnie. Oui. Là en l'occurrence, il faut toujours avoir la preuve de ce qu'on avance quand même. Une démarche scientifique alors. Voilà, toujours avoir une démarche scientifique, trouver des faits pour arriver à une conclusion. Et en l'occurrence justement, pour identifier des os au premier coup d'œil, il faut impérativement bien connaître l'anatomie déjà, et puis avoir justement des référentiels comme celui de Paris pour pouvoir comparer ce genre de squelette. Sur la terre ferme, on a pareil une faune très diversifiée, du rhinocéros, des éléphantiformes, on a du singe, des cochons, des sangliers, on a également des ruminants, on a plein de choses, du rongeur. Du carnivore également, mais c'est des animaux plutôt de savane qu'on trouverait aujourd'hui en Afrique ou ce genre de milieu. Alors on imagine toujours que comme c'était un climat a priori subtropical, on imagine toujours les cocotiers, ce genre de choses, mais a priori il y a des études palynologiques qui ont été faites. On a plutôt quand même des arbres qui sont vraiment typiques, plutôt des régions quand même avec des températures marquées, des saisons froides et des saisons chaudes. Le remaniement, c'est le principe de certains éléments d'être extraits d'une roche pour constituer justement un nouveau sédiment et participer à la consolidation d'une nouvelle roche. Et concrètement, l'âge de ces fossiles est antérieur au phalin. Donc, on a des animaux qui se retrouvent là-dedans, qui ne sont pas là normalement. Par exemple, là, je vois ceux-là, ils sont rigolos. J'en trouvais quand j'étais gamin. C'est ça. Donc, ces ammonites.
Alors c'est assez rigolo parce que justement quand je les ai trouvés, quand j'étais en licence, je connaissais pas le principe de remaniement. Ouais. Et j'étais venu Oui. te voir dans ton bureau en disant j'ai trouvé des ammonites dans les phalins, mais Oui, je comprends pas. c'est pas grave. Ça s'est éteint il y a 66 millions d'années Ouais. et là on en retrouve il y a 11 millions d'années, donc c'est curieux. Et effectivement, en fait, quand la mère des phalins est arrivée ici en Anjou, elle ne s'est pas contentée de déposer les phalins avec toute la faune qu'il y avait. Il faut constituer un sédiment, il faut d'abord l'éroder. Et justement, l'érosion des roches environnantes qui portaient des fossiles. Donc ceux-là sont du Jurassique inférieur. Par exemple. Et Oui. là, j'ai vu que tu les as trouvés dans le Falin aussi, ceux-là? C'est ça, donc là, le nautile qui est ici de Noyon-la-Plaine, il a été retrouvé dans les phalins, justement là-bas, par ma maman, justement. Ah bah bonjour maman. Et c'est donc effectivement un nautile du Cénomanien. Ouais. Donc on retrouve pas mal d'huîtres ici du Cénomanien aussi, donc du Crétacé supérieur, le début du Crétacé supérieur, donc de 100 millions d'années. On a pas mal de dents également qui datent du Crétacé aussi, et notamment deux petits bijoux ici que je trouve, deux dents de dinosaures qui ont été retrouvées également remaniées dans les phalins de l'Anjou. Félicitations. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Et il y en a aussi au Muséum d'histoire naturelle qui sont exposés. Effectivement. Ouais. Et donc là, on s'aperçoit qu'en fait, dans le Falin, on va trouver des fossiles qui sont vraiment du Miocène, et tu as donné tout à l'heure la précision de Tortonien. Et tu as aussi donc des fossiles du Crétacé, du Jurassique, même de l'Éocène. Hein. Je ne sais pas si Oui. tu as eu l'occasion d'en trouver. Mais pas encore, non. Concrètement, si quelqu'un trouve un fossile, qu'est-ce que tu lui conseilles pour arriver et que imagine, hein, c'est un truc extraordinaire. Il ne le sait pas, la personne. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens là pour d'abord identifier leurs fossiles, de venir à ton exposition? Oui, pourquoi pas, effectivement, venir à l'exposition, se rapprocher encore une fois des experts, des musées, Ouais. des universités, qui pourront orienter les gens sur ce genre de trouvailles. Et si vraiment la trouvaille a de l'importance et quelque chose de vraiment énorme, ça peut toujours se prêter via des formulaires à remplir, ce genre de choses. Et autrement, est-ce que tu as repéré, toi, des sites sur lesquels qui sont scientifiquement bien, quoi, sur lesquels il y a des infos sur les fossiles pour aider les gens, encore une fois, en comparant leurs images? Des sites internet, Ouais. il y en a quelques-uns. Pour les phalins, j'en connais quelques-uns. Ouais. Mais je ne sais pas s'ils sont à jour. Et en ouvrage, autrement? En ouvrage, pareil, pour les phalins, c'est un peu ancien Oui, malheureusement. c'est 78. Voilà, 86 pour les mammifères 86, de ouais. chez Gainsbourg et Mornan. Ouais. C'est un petit peu délicat. En tout cas, il y a des mises à jour qui sont en train d'être faites, qui sont en cours justement vis-à-vis de la faune des phalins. Et elles restent accessibles évidemment pour la science et le patrimoine. C'est impératif. Alors ça, c'est important aussi pour tous les gens qui ont des collections chez eux. C'est ça. C'est de ne pas perdre leurs étiquettes. C'est ça. Et sur l'étiquette, rappelle, qu'est-ce qu'il faut mettre? Impérativement la localité. Le reste, l'espèce, la datation, ça peut toujours se retrouver, mais impérativement la localité. Sans localité, il est difficile d'ordonner un nom d'espèce et l'âge. Et autrement, donc, tu as aussi une chaîne YouTube, hein, c'est ça? C'est ça, effectivement. Donc là, j'ai la chaîne YouTube Valéoraptor et je suis également président de l'association Paléosphère, qui est l'association francophone de vulgarisateurs en paléontologie. Donc on est déjà tout ça, plutôt paléontologie, géologie aussi. Et de toute la France, alors? De toute la France, et voire hors France pour les pays francophones notamment. Donc toi, c'est Valéoraptor. C'est ça. Donc on a des vidéastes, on a des artistes, des microblogueurs, et pour l'instant un auteur de bande dessinée. N'hésitez pas à suivre tout le monde aussi. Tout le monde est géologique également. Kakasdal, je ne sais pas si vous connaissez, mais elle a fait ce super t-shirt de crabe honteux que j'adore. Oui, une pince de crabe honteux. Voilà, Pourquoi effectivement. honteux? Alors parce que justement les pinces, quand elles sont très grosses, et quand il les emboîte contre lui, c'est comme s'il avait honte en fait. Ah d'accord. Et ça s'emboîte parfaitement sur la carapace. Et voilà. Box crab en anglais. Merci mon Valentin. Merci Yo. à toi. Merci Valentin. Merci Yves.